ndeysan ɗo woni batamina sangue mbati nangowo mboddi cukalel fijirta ɗo woni makari Alors, le schéma, vous le connaissez, il est très simple. Lui, on va lui donner 45 à 1 heure de temps pour qu'il explique, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez lu le livre. C'est ce livre qu'il va présenter. J'imagine qu'il y en a certains qui l'ont lu. Bon, mais il faut lui permettre d'exprimer. Il va me dire pourquoi il a écrit et comment et les résultats obtenus. Je lui ai dit qu'il peut même faire, parce que d'habitude, l'histoire générale, quand on intervient, on fait un petit résumé dans les langues nationales pour que les gens comprennent. Donc lui, il parle pulaar, je suis sûr qu'il comprend, il parle très bien wolof. Ouais, il m'a dit, Bouba, non, un petit pulaar. Wow, j'essaierai de résumer le sommaire, mais rapidement, pour nos amis wolof. Pour que ceux qui veulent parler les langues également, ils peuvent parler la langue. Alors, après, on va faire comme d'habitude les interventions in situ. Bon, d'habitude, on prend 5 minutes, 5 personnes ici et puis 2 là-bas à tour de rôle, et puis comme ça, personne, tout le monde est content. Et donc, on aura. Donc, je demanderai à ceux qui veulent intervenir entre 3 jusqu'à 5 minutes maximum pour qu'on puisse avoir le maximum d'interventions. Donc, voilà le schéma, et sans tarder, Aboubakry, tu as la parole. Merci, Tokara. Je salue le public présent et en ligne. Et je remercie tout le monde de sa présence. Et je remercie également le staff de l'Histoire générale du Sénégal qui me donne l'occasion donc de revenir sur un livre que j'ai publié en 2023 et qui s'intitule « L'Égypte ancienne a-t-elle connu l'esclavage ?» Cela me permettra d'échanger avec vous, ceux qui ont éventuellement lu le livre, comme Tokara, comme notre collègue Malik Ndoye, et sans doute d'autres. Voilà. Je commencerai avant tout par une anecdote, ou plutôt une introduction portant sur l'origine même de ce livre. Et parce que c'est important. Ce livre est le fruit de l'encadrement. J'ai effectivement encadré un étudiant burkinabé, qui a soutenu sa thèse en 2016, si je ne m'abuse, sur thèse intitulée « L'Égypte ancienne, un système africain du monde ». Et cet étudiant avait défendu l'idée selon laquelle il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Bah, je lui ai signalé que cela me paraissait un peu imprudent au niveau des différentes moutures de sa thèse qu'il m'avait soumise, mais il a conservé son idée. Il ne l'a pas abandonné. Le jour de la soutenance, je lui ai réitéré cela, en disant que on ne pouvait pas être aussi affirmatif qu'il l'est, surtout sur la base des arguments qui étaient les siens, et qu'il fallait revoir un peu son point de vue. Alors, je pensais qu'il allait en tenir compte à l'édition de sa thèse. Sa thèse a été éditée, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y a pas longtemps. Et
il a également maintenu le même point de vue dans la thèse éditée. Ah, bon. Alors, à partir de ce moment, je me suis dit que, bon, ou bien il défiait mon autorité, ou bien alors il avait de sérieuses raisons, justement, de garder son point de vue. Et qu'il m'imposait un débat scientifique. Et un défi scientifique que je devais donc relever. Alors, vous voyez un peu la genèse de l'affaire. Alors, le meilleur moyen de relever un défi scientifique, c'est de donner son point de vue. Puisque lui, il l'a donné dans sa thèse, il l'a édité, et donc à mon tour de dire ce que je pense de la question. Alors, j'ai compris pourquoi il a persisté, parce que l'Égypte ancienne, un système du monde, pour lui, l'Égypte a inventé un système inédit que seule elle avait, comment dirais-je, appliqué. Et ce système tournait autour de ce qu'on appelle la math. C'est le principe de justice, d'équité, d'équilibre, bon, c'est un terme polysémique, mais qui tourne autour d'une société fondée sur la justice et l'équité. Étant donné ce postulat, il ne pouvait pas, bien sûr, endosser l'existence de l'esclavage en Égypte, parce que cela remettrait entièrement en cause son postulat de départ. Bon, donc je ne pouvais pas, puisqu'il avait déjà choisi son sujet et qu'il y avait travaillé pendant de longues années, je ne pouvais pas prendre la responsabilité de lui dire non, vous vous trompez. Donc, j'ai laissé poursuivre le travail. Mais je vais montrer que, enfin, d'après moi, et bien d'autres, hein, je ne suis pas le seul dans cette situation, l'Égypte a bel et bien connu l'esclavage. Mais avant d'en arriver là, je reviens sur l'importance de la recherche. Parce que si je n'avais pas encadré cet étudiant, peut-être que ce livre ne serait jamais né. Or, malheureusement, il faut constater que la recherche est un parent pauvre au niveau de notre université. J'en veux pour preuve le fait que même pour la soutenance des thèses, on a des problèmes. Les écoles doctorales n'ont même pas les moyens de faire soutenir les thèses qui arrivent à soutenance. Ou bien il n'y a pas d'argent pour les billets, ou même pour les gens qui lisent, qui se tapent ces volumes, des centaines et des centaines de pages, on ne peut même pas les désintéresser. On fait comme si la recherche n'était pas importante. Et pourtant, au même moment, allez aujourd'hui à l'université, vous avez l'impression que vous aurez l'impression que c'est un jardin botanique, immeublé à bord. Il y a des plantes partout, des espaces verts, et c'est très bien, mais pas au point quand même de dépouiller totalement la recherche. Moi qui vous parle, j'encadre une thèse, pas celle dont nous parlons actuellement, mais la dernière, celle de Mohamed Ibrahim Sow, qui soutient, et le directeur de l'école doctorale, après avoir remis le ciel et terre, vient me dire: monsieur le professeur, voilà votre indemnité d'encadrement. Je n'ose pas dire quel est le montant de l'indemnité, je vous fais grâce du montant. Mais j'ai estimé que c'était tellement dérisoire pour un travail que j'ai encadré pendant 5 à 6 ans que j'ai décidé d'y renoncer. Au même moment, des universités plus jeunes que la nôtre donnent des montants 10 fois plus. C'est un scandale qu'il faut dénoncer. Moi, je ne suis plus en activité, mais quand même, la recherche, si on néglige la recherche à ce point, j'ai vraiment peur pour notre université. Il faut que les autorités prennent conscience de cela. La recherche a un coût, l'encadrement a un coût. Il faut quand même
respecter les encadreurs, parce que la renommée de notre université dépend grandement justement de sa recherche. Voilà, ça je tenais à le dire. Donc, ce livre est le fruit de l'encadrement donc de la recherche à l'UCAD. Et je suis très heureux d'avoir, à défaut d'avoir rempli ma poche, au moins d'avoir pu, grâce à mon encadrement, sortir un livre. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce livre rapidement, le contenu. Alors, le contenu de ce livre, s'articule autour de 3 chapitres. S'il vous plaît, ça c'est quoi ça? C'est des micros. 3 chapitres donc. Le premier chapitre s'intitule La question de l'esclavage en Égypte ancienne, avec 2 sous-points. Le premier intitulé Une violence prémonitoire. Une violence prémonitoire, le titre n'a pas été choisi au hasard. Que deviennent les prisonniers de guerre? Parce qu'après cette violence, il y a des prisonniers. Et que deviennent ces prisonniers de guerre? Sous-point de ce deuxième point, en guise d'introduction, petit a, donc petit b, les tenants de l'absence de l'esclavage en Égypte. Vous voyez déjà, il y a des égyptologues qui pensent que ce pays n'a pas connu d'esclavage. Mais il y a d'autres égyptologues qui pensent que l'Égypte a connu l'esclavage, et ce que je traite en petit c, les tenants de la pratique de l'esclavage en Égypte ancienne. Donc pour en revenir à mon étudiant, il savait très bien que les points de vue étaient séparés. Il y avait des points de vue qui militaient pour et des points de vue qui militaient contre. Donc lui, il a choisi de rejoindre le camp de ceux qui disent que l'Égypte n'a pas connu l'esclavage. Bon, c'est son droit le plus absolu. Alors dans le chapitre 2, l'éclairage de l'Afrique noire sur la pratique de l'esclavage. Alors là, je précise que je rejoins Cheikh Anta qui pense qu'entre l'Égypte et l'Afrique, il y a des éclairages réciproques. Et que, donc, s'il y a un débat sur le fait de savoir si l'esclavage a existé en Égypte ou pas, il est bon de voir ce que l'Afrique peut nous apporter, comment dirais-je, pour clarifier ce point. Donc, l'éclairage de l'Afrique noire sur la pratique de l'esclavage. Et pour fonder cette orientation, il y a un point qui traite des conséquences d'une origine revendiquée et avérée. L'origine égyptienne de la plupart des populations africaines. Donc, et ces populations, c'est pas moi qui revendique cette origine pour elles, ce sont elles-mêmes qui revendiquent cette origine. Ah, là, c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont reproché à Cheikh Anta d'avoir recherché des racines glorieuses pour les Africains parce qu'on disait que les Africains n'avaient pas d'histoire. Alors Cheikh Anta est allé tout simplement les accrocher à l'Égypte ancienne. Non, ce sont les populations elles-mêmes. Et Cheikh Anta l'a dit déjà dans Nation Nègre et Culture, vous verrez que exploitant les traditions orales, il a rapporté ce que les Sérères, les Wolofs, les Agnis, les Baoulés, et j'en passe, disaient de leur origine égyptienne. Donc, si les populations africaines viennent d'Égypte, cela fonde la possibilité qu'elle nous apporte des éclairages sur la pratique de l'esclavage en Égypte. Ensuite, en petit 2, toujours dans l'éclairage que l'Afrique apporte, j'insiste sur les termes africains renvoyant à l'esclavage. Donc là, si effectivement on veut apporter un éclairage, il faut utiliser la terminologie. Comment les Africains, les différentes langues africaines, appelaient l'esclave
Donc ça permet de voir si effectivement il y a des convergences avec l'Égypte ou pas, hein, au niveau du lexique. Alors le chapitre 3 va nous amener à une conclusion intitulée « Un faisceau de similitudes significatives ». Un faisceau de similitudes significatives. Donc, je vais constater, à travers mes deux premières parties, qu'il y a effectivement un certain nombre de similitudes, et ces similitudes, je vais les traiter dans le 3e chapitre. Donc, la mise en esclavage, je vais constater que, aussi bien en Égypte qu'en Afrique, il y a la mise en esclavage est pratiquement la même. Comment on devient esclave? Petit 2, le marquage et l'intégration. Le marquage. Parce que vous savez que en Égypte, l'esclave était marqué. Il y avait une marque d'appartenance. En Afrique aussi, nous allons retrouver les mêmes pratiques. Petit 3, les esclaves et les pouvoirs militaires, les esclaves et les pouvoirs militaires et politiques. L'esclave va jouer un grand rôle. Bon, je ne parle pas du rôle le plus immédiat, c'est-à-dire être utilisé comme main-d'œuvre dans l'agriculture et dans les autres activités, mais deux activités importantes que sont, comment dirais-je, l'armée et l'administration. Pour constater que là également, il y a un faisceau de similitudes. Et enfin, le petit 4 parle des relations entre maître et esclave. Hein, et j'ai dit une grande proximité, mais des statuts immuables. Il y avait une grande proximité, mais chacun restait, comment dirais-je, dans ce qu'il était. Il n'y avait pas confusion de statuts possibles. Ça aussi, il fallait le comprendre. Et c'était la même chose en Égypte ancienne. Voilà donc le contenu du livre qui se termine par une bibliographie, un index et puis quelques planches pour illustrer un certain nombre de choses. Alors, maintenant abordant le sujet lui-même. Avant d'entrer dans le sujet qui va d'abord porter sur le débat sur l'existence de l'esclavage en Égypte et les éclairages de l'Afrique. Donc ce sont les deux grands points, le débat et les éclairages de l'Afrique. Comment l'Afrique va départager les deux camps d'égyptologues qui se sont affrontés et qui s'affrontent encore sur l'existence ou non de l'esclavage en Égypte. Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord savoir ce qu'il faut entendre par esclavage. Parler de l'esclavage, il faut d'abord savoir ce que les gens entendent par esclavage. Alors, je m'en vais vous citer une définition à la page 42 de mon livre, une définition qui dit ceci. Je cite, « L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. » Donc, l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Fin de citation. Et c'est dans un document justement des Nations Unies qui parle de l'esclavage, des droits de l'homme. Mais j'ajoute cette autre citation qui dit que l'esclavage n'est pas uniforme. C'est ça la définition, disons, de base, mais il convient, je cite, il convient sans doute d'abandonner la folle ambition d'une définition de l'esclavage qui s'appuierait sur une caractéristique unique pour être pertinente en tout lieu et en tout temps.
Donc, vous voyez, il y a une définition, mais l'esclave, les formes que peut prendre l'esclavage sont des formes diverses en fonction, bien sûr, des sociétés. L'esclavage égyptien n'est pas l'esclavage grec, hein. Malik ne me démentira pas. Et donc, il faut faire attention. Il n'y a pas une uniformité. Alors, cela dit, nous savons maintenant ce qu'on entend par esclavage et qu'il faut éviter de vouloir appliquer la même définition partout. Parce qu'effectivement, si vous appliquez la même définition partout, vous allez vous trouver devant des impasses. Je cite un exemple précis. On insiste sur la possibilité de vendre à Bouzous, hein, au-delà de l'Usus et du Fructus, abuser, pouvoir vendre. Mais il se trouve que dans nos sociétés en Afrique, certains esclaves ne peuvent pas être vendus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'esclaves? Non, il y a esclaves, mais seulement il ne peut pas être vendu. Donc, vous voyez, on prend la définition de l'Occident et on veut nous la faire porter comme une camisole de force, alors que chez nous, il y a des esclaves qu'on ne peut pas vendre. Donc, voilà, il faut faire particulièrement attention à certaines choses. Bon, bien sûr, dans d'autres domaines, ce sont les mêmes tentatives. Aujourd'hui, on vient, on nous dit il faut voir le monde comme nous le voyons. Non, chacun a le droit de regarder le monde avec ses yeux et d'y voir autre chose que l'autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, le monde est très mal fait et ce sont des tentatives qui reviennent très souvent. Alors, maintenant que nous savons ce qu'est l'esclavage, l'Égypte a-t-elle échappé à une pratique quasi universelle, parce que l'esclavage est considéré comme une pratique universelle. Cela est dit dans un ouvrage consacré à la question en 2021, et cet ouvrage s'intitule « Le monde de l'esclavage, une histoire comparée ». Le monde de l'esclavage, une histoire comparée. Donc, on dit que l'esclavage a été pratiquement présent dans toutes les sociétés. Est-ce que l'Égypte a échappé à cette pratique universelle? Alors, la réponse, je l'ai déjà abordée en présentant le livre, la réponse pour certains égyptologues est non. L'Égypte... Non, excusez-moi. La réponse pour les premiers égyptologues est que l'Égypte, effectivement, a échappé à cette pratique. Elle n'a pas connu d'esclavage. Hein? J'espère que je me suis fait bien comprendre. Déjà en 1909, entre 1902 et 1905 et 1907 plutôt, entre 1905 et 1907, un égyptologue du nom de Jules Bailly a produit 3 articles intitulés « Les noms de l'esclave en égyptien ». Les noms de l'esclave en égyptien, c'est dans Recueil des travaux, tome 11, 1905, des pages 32 à 38, et ensuite des pages 193 à 217, toujours dans le même tome 11, et ensuite dans le tome 13, en 1907, de la page 6 à la page 25. Alors c'est l'un des tout premiers à traiter cette question, à parler donc des noms de l'esclave en égyptien. Et Bailly fait un tour de la question, il recense à peu près une vingtaine de noms. Je crois que ça doit faire 21 noms. Et pour lui, aucun de ces noms
n'est suffisamment explicite pour désigner l'esclave en Égypte, en égyptien. Alors, je m'en vais vous citer de manière plus précise ce qu'il a dit, à la page 43 de mon livre. Et voilà ce que dit Bailly. Je cite: pour désigner l'esclave, la langue égyptienne n'a pas de mot spécifique. Ce n'est pas qu'elle manque de termes pour exprimer les idées de subordination, de travail, de service. Au contraire, elle rend ces idées par des termes nombreux, mais aucun d'entre eux ne correspond exactement à l'idée de servitude, c'est-à-dire de possession de la personne, corps et biens, de sujétion et de dégradation, comme les mots latins ou grecs servus ou doulos. Ni leur emploi, ni leur sens intime et leur étymologie, autant qu'on peut les saisir, ne les vouent à cette signification. Le prouver serait le but de l'étude qui va suivre sur ces termes divers. Alors, bien sûr, Bailly dit que son objectif, c'est de prouver qu'effectivement, il n'y a pas d'esclavage en Égypte. Avec une telle orientation, il ne fallait pas s'attendre à ce que Bailly valide l'un des termes, l'un des noms comme désignant l'esclave. Donc, mais Bailly va argumenter en disant que si je dis qu'il n'y a aucun terme, c'est que parmi les termes qui auraient pu être retenus, parmi ces termes, il y a un qui signifie à la fois esclave et majesté. Esclave et majesté. Donc, ce terme, on ne peut pas le prendre puisqu'il signifie une chose et pratiquement son contraire. Esclave et majesté, esclave c'est au bas de la société, majesté c'est au sommet. Alors, il dit que non, donc celui-là, je ne le prends pas. Et bon, on verra que en fait, Bailly se trompe. Ce qu'il croit être, bon, j'anticipe un peu, ce qu'il croit être un terme unique n'est pas en réalité un terme unique. Ce sont deux termes différents. Bon, on y reviendra. Donc, et il dit que, comme, bon, je vais citer un certain nombre de termes, il dit majesté, il dit que, mais il y a un autre terme qui renvoie aux prêtres. Les prêtres, ce sont les, vous savez, dans la société égyptienne, les prêtres étaient au sommet de la hiérarchie sociale. Il dit, bon, donc, ces prêtres-là, on ne peut pas, ils ne peuvent pas être des esclaves. Et il dit, il prend un terme, Khamnecher. Khamnecher, c'est celui qui est attaché au service d'un dieu. Khamnecher. Bon, le Kham, je prononce ça comme ça parce que il faut prononcer ces choses-là parce qu'il n'y a pas de voyelle. C'est un squelette consonantique. Vous avez HM. Bon, les Égyptiens disent qu'il faut ajouter entre les deux un accent aigu, Khamnecher. Donc, c'est le serviteur de Dieu. Il dit, le serviteur de Dieu ne peut pas être un esclave. Bon, ensuite, il dit Khamka, le serviteur du Ka. Vous savez que les Égyptiens avaient une conception qui divisait l'être en plusieurs entités, le Ka, le Ba, le Khet, etc. Et il dit que celui qui est le serviteur du Ka ne peut pas non plus être un esclave. Et il dit que l'autre terme qu'il aurait pu choisir, Bak, c'est un terme qui désigne également les plus proches comment dire, courtisans du roi. Ce sont c'est le cercle restreint qui tourne autour du roi. Donc ces gens-là ne peuvent pas être non plus des esclaves. Et ce sont les serviteurs du roi, les Bak. Donc, Bailly dit que puisque tous les termes éligibles signifient également autre chose, il ne faut pas les prendre. Mais, encore une fois,
Même Bach, on reviendra sur Hem et Bach, et on verra que Baillet n'a pas très bien conduit son investigation et que ces termes, effectivement, pourraient, on y reviendra, effectivement désigner l'esclave. Alors, donc, après Baillet, je ne prends pas tout le monde, j'essaie d'aller vite, hein, j'espère que j'aurai le temps. Après Baillet, il y a une égyptologue très connue du nom de Bernadette Mouni. Bernadette Mouni a beaucoup travaillé sur la société égyptienne. Et il se trouve que, en plus d'être égyptologue, Bernadette Mouni est également juriste. Et elle va utiliser le droit de manière très biaisée pour dire que, eh bien, selon le droit, il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. En effet, elle dit que la guerre d'abord n'avait pas pour objectif de se procurer des esclaves, comme certains égyptologues l'ont dit. Quand les pharaons allaient faire des guerres, c'était pas pour se procurer des esclaves, mais c'était pour autre chose. En tout cas, pas parce que elle dit que à l'issue de ces guerres, eh bien, après avoir capturé des prisonniers, quand les pharaons revenaient en Égypte, ils libéraient ces prisonniers pour en faire une main-d'œuvre, pas servile, mais une main-d'œuvre libre. À l'issue d'une éducation qu'on faisait subir à cette main-d'œuvre-là, et les gens réintégraient la société égyptienne comme main-d'œuvre libre. Donc, il n'y avait pas d'esclavage. Et elle dit que ces anciens prisonniers de guerre n'étaient pas totalement exclus de la société égyptienne. Il fallait une exclusion sociale totale pour accepter, c'est-à-dire nier l'existence, ne pas donner de statut à ces esclaves, puisque ils avaient un statut, donc c'était pas des esclaves, puisqu'ils pouvaient se marier, ils pouvaient avoir, comment dirais-je, quand ils travaillaient, ils pouvaient être payés, ils pouvaient donner leur nom, etc., transmettre, etc. Donc, ils sont intégrés, ils ne sont pas exclus de la société. Et elle dit que l'existence de la mat, on a parlé de la mat avec Yoporeka, l'existence de la mat s'oppose à la pratique de l'esclavage. Et en réalité, Yoporeka est venu s'inspirer justement des thèses de Bernadette Mouni. Donc pour Mouni, avec l'existence de la mat, pas d'esclavage possible. Et elle dit qu'on n'en avait même pas besoin parce que en Égypte, il y avait ce qu'elle a appelé le système de corvée. La population égyptienne était mobilisée pour les grands travaux. Quand il fallait entretenir les canaux, quand il fallait faire de grands travaux d'utilité publique, eh bien, il y avait la corvée. Donc, avec la corvée, on n'avait pas besoin d'esclaves. Donc, ça, c'est son point de vue. Alors, disons que ce que dit Mouni est contredit par les faits. Parce que je commencerai par le dernier point. Le système des corvées a existé dans d'autres sociétés où l'esclavage était pratiqué, notamment en Mésopotamie, pour ne prendre que ce cas-là. Donc, ce n'est pas un bon argument. Alors, la mat, on y reviendra, la mat, c'est pas parce que la mat était en Égypte qu'il ne pouvait pas y avoir d'esclavage. C'est comme si, pour que vous compreniez un peu, je vais prendre l'exemple de l'islam. L'islam vous dit que vous devez avoir un certain comportement si vous êtes musulman. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, vous ne devez pas être mauvais, vous ne devez pas être injuste, etc. Mais est-ce que, pour autant, l'injustice n'est pas commise en société islamique? Donc, elle oublie que la mat, c'est un idéal social, mais qu'entre l'idéal et la pratique, mais il y a un gouffre. C'est si vrai que les Égyptiens
quand un Égyptien mourait et qu'il arrivait au tribunal d'Osiris, parce que les Égyptiens pensaient que dans l'au-delà, il y avait un tribunal présidé par Osiris, quand le défunt arrivait, on lui disait, bon, dis-nous ce que tu as fait sur terre, combien, et dis-nous le mal que tu as évité aussi de faire. Et le défunt dit, ah, j'ai nourri le pauvre, j'ai habillé celui qui n'avait pas de vêtements, j'ai été, comment dirais-je, compatissant aux faibles, etc., etc. Alors, je n'ai pas fait pleurer, je n'ai pas ordonné de faire pleurer, je n'ai pas tué, je n'ai pas ordonné de tuer, de faire tuer. Alors, donc, confession positive et négative. Vous passez en revue tout ce que vous avez fait comme bien, mais vous passez en revue également tout le mal qu'il était interdit de faire. Maintenant, si les choses s'arrêtaient là, on aurait pu dire, ah, très bien, Mounir a raison. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, malheureusement, puisque après avoir fait cette déclaration, on dit au défunt, maintenant, venez par là. On le présente devant une balance. Et dans cette balance, on va mettre son cœur sur un des plateaux et la plume de Maat, la fameuse Maat, symbolisée par une plume d'Autriche. Donc quelque chose d'extrêmement léger. Et si l'équilibre était parfait entre le cœur du défunt et la plume de Maat, on déclarait le défunt Maherou. Juste de voix, il a dit vrai. Et on l'admettait au paradis. Mais si par malheur, son cœur était plus lourd que la plume de Maat, eh bien, il était condamné à l'enfer. Voilà. Donc, ça veut dire que les Égyptiens savaient que l'existence de la Maat était insuffisante pour inciter les gens à rester juste jusqu'à leur mort. Donc, voilà ce qui condamne et Menu et Yoporeka. C'est cette balance-là. Effectivement, dès l'instant qu'on pèse les bonnes et les mauvaises actions, ça veut dire que la Maat n'était pas suffisamment dissuasive pour empêcher le mal sur terre. Donc, vous voyez, les arguments de Menu sont des arguments qui ne tiennent pas face à ces remarques-là. Et maintenant, pour la guerre, quand Pharaon allait au-devant de certaines populations, aller jusqu'à l'Euphrate pour faire des guerres, rasier des troupeaux, prendre tout ce qu'il pouvait, là, les gens parlent de milliers et de milliers de personnes qu'ils ont rasiées. Enfants, femmes, bétail, rien n'échappe. On amène tout cela en Égypte pour finalement libérer tout ce beau monde et dire que bon, maintenant, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et puis, on a la violence justement dans la société égyptienne. La palette de Narmer. La palette de Narmer montre que la violence était là. L'unification a été un processus violent, puisqu'on montre sur la palette des gens décapités par Pharaon. C'était ses ennemis, ses adversaires, pour leur imposer la loi pharaonique. Et on a un crâne d'un des rois de la 17e dynastie, Sekenenre. Sekenenre a reçu au moins 4 blessures mortelles au crâne. Alors, si le pharaon risquait sa vie, risquait de se retrouver avec le crâne comme un tamis, mais ce n'était pas pour, après avoir pris des prisonniers, pour les libérer après. Il faut être sérieux. Le risque que les gens prenaient à aller faire des guerres était tel que quand ils prenaient des gens, c'était pour les emmener comme main d'œuvre, mais comme main d'œuvre servile. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer d'aller vite parce que je vois tu as encore 15 minutes. Je vais essayer parce que j'ai d'autres points. Alors, il y a certains qui disent que non, l'Égypte effectivement a connu l'esclavage. C'est le cas d'Abdel Mohsen Bakir, c'est un Égyptien, je pense,
qui a fait une thèse soutenue en 1952, une thèse vraiment exhaustive et qui est encore valable. Hein. La plupart des conclusions de Abdelmohsen Bakir sont encore valables, ont été confirmées par des faits postérieurs. Et lui, il dit que l'esclavage, dans le plein sens du terme, c'est en anglais, je ne veux pas massacrer la langue de Shakespeare, mais c'est à la page 71, c'est à la page 71, et voilà ce que dit Bakir. Alors, il dit, slavery, in the full sense, is certainly to be found en Égypte. Merci. Donc, il dit que l'esclavage, dans le plein sens du terme, existait en Égypte. Et il dit que certaines personnes pouvaient être des propriétés d'autres personnes et que ces personnes et ces propriétaires pouvaient vendre ces gens-là. Donc, le fait d'abuser, de vendre, c'est le must même, c'est la preuve reine de l'existence de l'esclavage. Donc, Mohsin dit que non, il n'y a aucun problème. Il a cité des cas de vente, hein, des cas de libération, hein, des cas d'intégration. Il y a quelqu'un, par exemple, une dame qui avait une esclave, qu'elle a libérée, qu'elle a dotée, et elle a donné la main de cette fille-là à son frère. Donc, vous voyez, les Égyptiens étaient très en avance sur nous. Aujourd'hui, la plupart des séries que je regarde sur BTBTB, mais il n'y a pas que BTBTB. Il y a malheureusement, tu es serrère, il y a dans une télé qui s'appelle Poulagou, la plupart des séries parlent de ça. Des difficultés à intégrer des gens entre qui ne faut pas se marier entre tel et tel, etc. Donc, les Égyptiens, eux, avaient dépassé, enfin, certains Égyptiens, je ne dis pas tous, avaient dépassé cela. Alors, il y a Pierre Grandet. Pierre Grandet, c'est un égyptologue français que j'ai connu quand j'étais étudiant à la Sorbonne. On est de la même génération, et qui a exploité le papyrus Aris. Le papyrus Aris, c'est le papyrus de Ramsès III, l'un des derniers grands pharaons du Nouvel Empire. Et à la page 74 de mon livre, pas du papyrus Aris, hein? Donc, il faut que ça soit clair. Je vais vous citer ce qu'il dit à la page 74, et c'est très clair. Grandet, il est pour l'existence de l'esclavage. Et voilà ce que dit le papyrus Aris. Et il dit, voilà, je les ai marqués. Bon, je vous fais grâce du texte égyptien. Je commence par le texte français, je cite, marqués au fer rouge et transformés en esclaves, marqués à mon nom, leurs femmes et leurs enfants traités de même. Donc, il parle des prisonniers de guerre qu'il a fait. Il dit, quand je les ai ramenés à Nîmes, je les ai marqués. J'ai pris comment on appelle ça le encore? pinceau. Hein? Pinceau ou... Non, pas le pinceau, c'est le tchoumirdi en couleur, c'est-à-dire le fer à marquer. Oui. Et il a un tampon là, il y avait son nom, et il les a tous marqués. Il dit, c'est leurs femmes, leurs enfants ont été traités de même. Alors, vous croyez que quelqu'un, comme dit Monu, peut être un citoyen égyptien avec le nom de pharaon sur son épaule? Mais ce n'est plus un citoyen, c'est une propriété de pharaon. Si tous les autres Égyptiens étaient marqués au nom de pharaon, oui, mais ce sont seuls ces gens-là qui étaient marqués. Et il dit, je les ai donc distribués au temple pour certains d'entre eux. Pour les autres, je les ai parqués dans des camps militaires, hein, et je les ai intégrés dans mon armée. Donc là, c'est très clair. Hein. Donc Grandet montre qu'il y avait effectivement des prisonniers de guerre transformés en esclaves, et en fonction de leur capacité, certains, les plus aguerris, étaient
intégrés dans l'armée égyptienne et ils avaient des garnisons, des camps distribués un peu partout en Égypte et où ils étaient au service de Pharaon. Et on sait que la plupart des troupes d'élite de Pharaon étaient composées justement de tels, comment dirais-je, anciens prisonniers de guerre. Et je vois Rochefal, on parle là de Tchedo, hein, c'était la même chose. Alors, a-t-elle enseigné qu'à un moment donné, ce sont ces prisonniers de guerre qui constituaient l'entourage même des pharaons. On sait que Ramsès III a été victime d'une tentative d'assassinat. Certains disent que la tentative a réussi, d'autres disent que non. Mais justement, c'était parce que les étrangers avaient fini par accaparer l'appareil d'État. Les juges, les hauts fonctionnaires, tous étaient d'anciens prisonniers de guerre que Pharaon avait recyclés dans son administration. Donc voilà les gens qui sont favorables à l'existence de l'esclavage, et je pense que eux, leurs arguments sont plus solides et plus conformes à la vraisemblance, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, quand Pharaon va faire des guerres très risquées et capturer des gens, ce n'est pas pour venir les libérer en Égypte, c'était pour s'en servir comme esclaves. Alors maintenant, il y a des termes qui vont nous permettre de... on passe maintenant au deuxième point, c'est les éclairages de l'Afrique. Ah, bon. Tu as encore 10 minutes. Voilà, j'ai dit 10 minutes, mais mon résumé en pulaar va y passer. Bon, alors, je vais essayer d'aller plus vite, hein, parce que sinon, ben, je vais abuser de la gentillesse de Tokara. J'ai dit qu'il y avait un terme ou deux termes sur lesquels nous allions revenir. C'est le terme Khem et Bak. Le terme Khem et Bak. Alors, le terme Khem, Baye dit que il peut signifier également, comment dirais-je, majesté. Et que l'autre, et qu'il peut signifier aussi esclave. Non, en fait, ce terme-là, il se présente avec un poteau, un piquet, et il y a un homme juste derrière le piquet. Et c'est le piquet qui se prononce Khem et qui signifie attaché. Attaché. Mais les deux déterminatifs des termes ne sont pas les mêmes. Le déterminatif qui s'attache au sens majesté, c'est un petit bonhomme barbu avec une barbe tressée et qui symbolise donc la divinité ou le pouvoir. Et le bonhomme simple symbolise, disons, le commun des mortels. Alors voilà pourquoi, s'adossant sur les termes, Baye dit que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Baye oublie les voyelles. Et c'est là où les langues africaines nous permettent de voir que Baye, en absence des voyelles, est passé à côté d'un terme qui, soit selon qu'il est long ou court, hein, vous voyez, quand vous dites en pulaar, wal, c'est s'écouler en parlant d'un liquide. Mais quand vous dites wal, c'est passer la nuit. Donc ici, nous avons, avec l'aide du pulaar, qui a le même verbe, basé sur le squelette consonantique de l'égyptien, HM. En pulaar, vous avez HM, vous pouvez mettre hum. Vous pouvez mettre huma. Vous pouvez mettre huma. Quand vous mettez huma, c'est celui qui attache. Quand vous mettez huma, c'est celui qui est attaché. Donc, vous voyez, ce que Baye prenait pour deux noms différents, pour un même nom, en fait, était composé de deux noms différents, mais en fonction de la longueur des voyelles. Et c'est le pulaar qui nous permet de voir cela. Huma, c'est celui qui attache. Huma, c'est celui qui est attaché. Vous pouvez avoir humi, et ça vous donne aussi kumul, kumal,
On y reviendra. Kumul Kumal, c'est toujours attaché, mais décliné, comment dirais-je, en fonction des lois euphédiques. Donc là, c'était effectivement le nom de l'esclave que Barguet avait là. Mais n'ayant pas les voyelles, il est passé à côté. Et le Pulaar, donc on donne raison à Cheikh Anta, nous permet, vous pouvez faire la même chose avec le Wolof, le Soninké et toutes les autres langues. Je prends le Pulaar puisque c'est la langue que je pratique. Donc, Huma et Huma, effectivement, vous passez du maître à l'esclave. Huma, le maître, Huma, l'esclave. De la même manière, et là, pour rester dans le même domaine, puisque je ne veux pas, comment dirais-je, je n'ai plus le temps, vous allez chez les Soninké, vous avez Komé, Komo. Komé, c'est le singulier et Komo, c'est le pluriel. Alors, vous savez déjà que Hum peut devenir Kum, Hum, Kuma. Le K et le H alternent. Vous allez chez les Soninké, vous avez Komé, vous avez le K. Vous allez chez les Dogon, vous avez Komo qui signifie attaché, effectivement, comme en Pulaar. Donc, le H égyptien est passé dans les langues africaines en gardant le statut de H ou bien en devenant un K. Donc, vous avez le nom de l'esclave en Soninké qui signifie Komé et Komo. Komo, c'est le pluriel. Donc, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que les Soninké disent qu'ils ont émigré d'Égypte sous la direction de Djabé. Sous la direction de Djabé. Et Djabé, la tradition orale dit que les Soninké ont quitté Sona. Ils ont fait 4 mois en route. Et dans la migration, il y avait les nobles qui étaient à cheval et qui ouvraient la route. Donc, Djabé. Et ce noble, son nom d'honneur, c'était Sissé. Sissé forgé sur la racine Si, qui signifie cheval. Or, en égyptien, vous avez Sissou, qui signifie cheval. Donc, les gens sont venus avec le nom du cheval, et le nom du cheval est passé de l'animal à celui qui l'a enfourché. Donc, Sissou est devenu Sissé, et Sissé, c'est le nom d'honneur du clan régnant, et comment dirais-je, c'est les Soninké. Alors, le Komé, quand dans le texte, l'esclave, le nom de l'esclave, Komé, dans le texte Soninké, justement, c'est Komé, et la tradition dit que les gens sont venus avec des esclaves qui étaient à pied ou à dos d'âne. Donc, vous voyez, les Soninké sont venus avec le nom même Hum, qui est devenu que chez eux. Vous avez Huma attaché, Komo ou Komé attaché en Soninké. Donc, l'esclave, si on met ensemble tout ça, c'est celui qui était attaché, qui n'était pas libre. Et le piquet, justement, de le militaire Hum, ce piquet-là montre que l'attachement était, et comment dirais-je, on était attaché justement à quelque chose, parce que vous ne pouvez pas attacher un animal ou un machin sans un piquet. Donc, le poteau de fixation ici, c'est le maître, exactement comme cela est indiqué par l'hiéroglyphe égyptien. Donc, et la corde, c'est la corde qui attachait la personne. Et c'est si vrai que cette corde-là, vous allez la retrouver chez Ablaye Bachili qui dit que les nobles, d'accord, je vais terminer. Les nobles, chez les Soninké, on les décrit comme déjà ayant le cou libre, le cou sans attache, sans corde. En Pulaar, on dit Pogoledande. Pogoledande pour montrer qu'on on a la corde au cou. La corde au cou, ça signifie qu'on n'est pas libre. Le cou, c'est l'organe qui sert à montrer la dépendance ou l'esclavage ou la liberté. Vous voyez une femme qui s'attache à un mari, je dis s'attache.
Quand elle veut être libérée, qu'est-ce qu'elle dit? Rokkam Danam. Ouais, rends-moi mon cou. Rends-moi mon cou. Détache-moi. Et chez les Égyptiens, effectivement, attacher le mariage, c'est comme chez les Wolof, tak. Ils disent, nous on dit hum, hein, hum, les Wolof disent tak, mais les Égyptiens disent meni, m, attaché à. Attaché à, meni, m, c'est un terme synonyme de hum qui signifie exactement la même chose, c'est-à-dire attaché à. Meni, m, marié à. Donc, vous voyez, les gens ont les mêmes images pour symboliser la dépendance et le mariage, qui est une forme de dépendance également. Bon, Tokara, je ne veux pas abuser de... Il y a tellement de choses que je voulais dire, mais malheureusement, bon, le temps est...